Alors en pratique, si vous regardez les recommandations, ce que je vous disais ce matin, théoriquement, un patient qui a une fuite tricuspide sévère symptomatique, on va envisager un traitement curatif. Mais si vous regardez précisément la recommandation, il marque sous réserve qu'il n'y ait pas de dysfonction ventriculaire droite ou ventriculaire gauche sévère. Alors, le problème, c'est qu'après, il faut être capable d'évaluer la fonction ventriculaire. Alors, si vous regardez, donc ça c'était le registre français à partir duquel on avait construit le Triscore, on avait montré que la fonction ventriculaire droite en échographie était associée au pronostic. Et vous savez, dans le Triscore, chaque paramètre est associé à soit 1 ou 2 points. Et la fonction VD, elle est associée à 1 point, ce qui veut dire que ça a une valeur, mais moins que certaines autres. Peut-être parce que ce n'est pas aussi important, ou peut-être aussi parce qu'en fait, c'est très difficile à évaluer et que si on était capable de bien l'évaluer, ça aurait plus de valeur. Ce que je vous avais déjà dit, c'est que plus votre score est élevé, plus vous mourrez. Donc c'est un des 8 éléments à prendre en compte. Et si vous regardez d'autres papiers, d'autres groupes qui essayent de faire des staging, parce qu'aujourd'hui, pour toutes les valvulopathies, on essaye d'évaluer l'histoire naturelle de la maladie et le pronostic associé, ben finalement, dans toutes les études et tous les staging proposés, à chaque fois, il y a la fonction ventriculaire droite qui ressort comme un paramètre majeur. Et c'est vrai qu'un discours auquel je suis assez attaché, c'est de dire qu'il faut traiter les patients tôt. Et typiquement, je vous mets des images à droite où il n'y a plus de VD. Et à ce moment-là, le mal il est déjà fait. Vous aurez beau corriger la fuite tricuspide, c'est irréversible. Et donc, un message clé, c'est vraiment qu'il faut traiter tôt les patients. Alors, je vous ai déjà montré cette slide de comment on évalue l'imagerie multimodale, etc. En pratique, objectivement, c'est 95%. L'échographie, donc il faut vraiment passer du temps sur l'échographie. L'échographie, elle vous donne beaucoup d'informations sur le ventricule droit, à la fois sur ses dimensions et sur la fonction. Et vous voyez que les paramètres de fonction, il y en a beaucoup, du 2D, du 3D, de l'analyse de déformation, de la réserve contractile, les couplages, etc. Un élément très important qui n'est pas du tout spécifique au ventricule droit, mais qui est encore plus important dans le ventricule droit, et il y a Eric devant moi qui connaît encore mieux que moi cela, c'est qu'il y a la contractilité intrinsèque du ventricule droit, et puis il y a tous les éléments autour, et notamment les notions de charge, soit la précharge ou la post-charge, qui vont impacter, et typiquement avec l'insuffisance tricuspide, une précharge augmentée. Alors l'histoire naturelle, vous avez différentes pathologies, souvent du cœur gauche, qui vont aboutir à une dilatation de la cavité droite et petit à petit à la fuite tricuspide avec les deux éléments clés que sont d'une part la dilatation de l'anneau, on en a beaucoup parlé, et d'autre part le degré de tenting, sachant qu'il ne faut pas opposer les deux. En général, vous avez un certain degré de dilatation et ou un certain degré de tenting, et puis quand vous en avez plutôt l'un, on va parler d'IT atrial quand c'est un diamètre de l'anneau qui est très dilaté. Et quand c'est un tenting plus important, on parlera d'IT ventriculaire. Après, ce matin, on a beaucoup parlé, soit d'ailleurs les IM ou les IT, des formes atriales, des formes ventriculaires. C'est un sujet qui est très à la mode. Moi, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ça, parce qu'une question que je me pose, il y a les trucs qui sont vraiment évidents, par exemple l'HTAP sévère primutaire où ça va être une atteinte ventriculaire, des fois des IT atriales qui sont évidentes, mais la plupart des patients, finalement, c'est quelque chose qui est entre les deux. Il y a un chevauchement et ce n'est pas toujours évident de faire la part. Et donc là, par exemple, il y a beaucoup de publications actuellement. Et on avait fait un édito là, qui a été publié, je crois, il y a 15 jours, où on demandait de comparer l'IT atriale et ventriculaire. On disait, finalement, est-ce que c'est vraiment deux phénotypes différents ou est-ce que ce n'est pas juste les IT non atriales, des IT atriales qu'on prend en charge plus tardivement avec des VD plus évolués, des OD plus dilatés. Ce qui est important de retenir, on va dire, plus que est-ce que c'est une unité atriale ou une unité ventriculaire, c'est que vous allez avoir du remodelage, que votre fuite tricuspide va aboutir à une dilatation des cavités droites, que cette dilatation des cavités droites elle va aboutir à une aggravation de la fuite tricuspide et que finalement vous rentrez dans un cercle vicieux. Alors ici vous avez cette jolie étude, c'était une étude multicentrique française qui avait été coordonnée par Erwan auquel on avait participé. Et ils avaient comparé les dimensions des cavités droites avec le degré de sévérité de la fuite et c'est assez intéressant parce que vous voyez que plus votre fuite est importante, plus vos cavités droites sont dilatées, donc il y a une bonne corrélation entre les deux. Et à l'inverse, et c'est ça là qui rend la chose complexe, c'est qu'il n'y avait aucune corrélation entre le degré de sévérité de la fuite et la fonction ventriculaire droite. Donc pour vous dire que finalement on va avoir du mal à prédire cette dysfonction en plus d'avoir du mal à l'évaluer. Alors on va être honnête parce qu'à chaque fois vous allez alors dans tous les congrès très savants, on va vous dire il faut faire du strain, il faut faire du 3D, etc. Pourquoi pas, c'est très bien. Maintenant il faut être honnête, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Alors l'étude maintenant elle a 5-6 ans, c'était une étude hollandaise et il disait que chez les patients, alors c'était tout venant, c'était pas spécifique de l'insuffisance tricuspide, l'évaluation de la fonction VD, chez un quart des patients c'est juste à l'œil. Et le meilleur paramètre, celui qui est plus utilisé, c'est le TAPS avec 72% des patients. Et moi, je vous dis, j'ai un grand enregistrement international où il y a 10 000 patients. Le TAPS, il n'est pas mesuré chez tout le monde. Alors, les autres paramètres, je ne vous en parlerai même pas. Donc, il y a ce qu'on vous dit dans les congrès, puis il y a la vraie vie. Et en fait, ça rend humble.
Alors le TAPS, faut être honnête, tout le monde veut taper dessus. Hein, on préfère vous vendre des choses plus modernes, etc. En vous disant c'est pas formidable. La limite principale, je dirais, du TAPS, on va même dépasser un sens régulier, c'est que c'est qu'une analyse de la fonction longitudinale et que c'est vrai que dans un monde idéal, il faudrait pouvoir tout analyser, la fonction longitudinale, mais aussi la fonction radiale. Et donc, forcément, c'est un paramètre qui reste limité. Si on veut aller encore un peu plus loin, dans cet article publié récemment par l'équipe de Tel Aviv, que j'avais revué, je trouvais ça très intéressant parce que eux, ils disent, si on veut même encore aller plus loin, le TAPS, les cutoffs qu'on prend, ils devraient être variables en fonction du degré de sévérité de l'insuffisance tricuspide, ce qui est logique. Plus votre flux tricuspide est importante, plus en général le VD il va être hyperkinétique. Et donc finalement, est-ce que nos TAPS, nos cutoffs, ils ne devraient pas être différents en fonction, est-ce que j'ai une unité minime, une unité moyenne ou une unité sévère? Et j'ai trouvé le concept assez intéressant. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut dire, parce que je ne peux pas faire un topo en vous parlant que du TAPS, sinon je vais me faire gronder, il y a le strain global, et puis là, ce qui ressort, c'est peut-être que le strain limité à la paroi latérale serait peut-être plus pronostique. Il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce sens. Après, l'élément qui, à mon avis, quand même, va être l'avenir, Eric l'avait souligné, c'est le 3D. Même si en toute franchise, moi je trouve que la reconnaissance et la qualité du 3D pour le VD, elle n'est pas encore parfaite, mais ça va s'améliorer. Et je dirais que dans quelques années, je pense que ce sera le gold standard parce que ce sera simple, ce sera fiable, ce sera reproductible. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore, mais je pense que ce sera ça le paramètre à l'avenir. Ici, je vous ai mis, on ne va pas les apprendre par cœur, tous les chiffres, mais c'est basé sur des consensus parce qu'en toute franchise, il n'y a pas d'études pour prouver ça, qu'un TAPS normal c'est tant et qu'un TAPS en fonction d'unité c'est inférieur à tant pour dire que c'est minime, modéré, tout ça. Donc tout ça, c'est à interpréter avec des précautions, mais ça nous donne un ordre d'idée de il faut bien donner des cut-offs. Alors après, c'était une question qui avait été évoquée ce matin, c'était l'évaluation des pressions pulmonaires. Comme l'a dit Christophe, si vous avez des PAPS qui sont élevées, bon, elles sont élevées, il n'y a pas de discussion. Là où il y a un problème, c'est quand vous avez des patients qui ont des unités laminaires, en général c'est sévère, massif, torrentiel, et là votre évaluation, vous avez un flux qui est triangulaire, une Vmax qui est inférieure à 2 mètres par seconde, et donc là vous savez que c'est faux, et dans ce cas-là, il faut faire un cathé droit. Et de toute façon, aujourd'hui, recommandation, tout patient à qui vous allez faire un traitement, qu'il soit percutané ou chirurgical, il faut lui faire un cathé droit, et ils se sont rendus compte dans cette jolie étude que ces patients-là, en général, ce sont les patients qui ont les pressions pulmonaires les plus élevées, ceux qui ont le pronostic le plus altéré. Donc, moi, je suis d'accord avec la remarque tout à l'heure. Il faut faire le cathé droit. Après, il y avait la question des pressions artérielles pulmonaires moyennes par rapport au flux d'IP. J'avoue, je le fais. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est pas idéal. Je pense qu'il faut quand même quelque chose qui soit reproductible, fiable pour tous les patients. Donc, je le fais, mais à la fin, ça reste le cathé droit qu'il faut faire. Alors, ça a déjà été évoqué ce matin. Aujourd'hui, ce qui est de plus en plus proposé, c'est d'aller au-delà juste d'un paramètre de fonction, que ce soit le STAPS, que ce soit le strain ou autre, et de proposer en fait des couplages avec les pressions pulmonaires. Donc le concept, honnêtement, il est très séduisant et à l'avenir, je pense qu'on s'y intéressera de plus en plus. Après, il y a des limites de définition des cut-offs parce que nous, l'objectif, c'est d'avoir une attitude pragmatique, c'est pas de faire, comme disait Eric, un examen pour l'examen, un paramètre qui vous prenne 1 minute, 3 minutes, ça vous prend du temps. Il faut que derrière, ça change vos pratiques. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je pense qu'il y a des travaux là-dessus et que progressivement, ça devrait évoluer. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est probablement intéressant. Peut-être qu'on fera demain le 3D à tout le monde sur des pressions pulmonaires. Enfin, c'est des choses qui, à mon avis, vont arriver. Après, tout le monde essaye de trouver le paramètre. Et là, il y a les collègues italiens de Milan qui sont très experts là-dedans et qui vous sortent des formules extrêmement complexes. C'est peut-être intéressant, mais moi, j'aime bien les choses simples, fiables et reproductibles. Et là, à mes yeux, c'est trop compliqué. Moi, je suis perdu dans les formules. Donc, je pense que ça va être difficile à généraliser. Ça, c'est pour l'écho. Je pense que l'écho, c'est vraiment le gold standard, c'est ce dont il faut se servir pour tous les patients. Maintenant, si on veut aller un petit peu plus loin, que ce soit pour l'analyse des volumes ou pour l'analyse de la fonction, c'est vrai que l'IRM est intéressante. Avec ses limites, je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, 90% des patients qui sont traités par voie percutanée pour une insuffisance tricuspide ont une FA chronique. La FA, ce n'est pas une contradiction à l'IRM, mais ça rend l'examen quand même plus difficile et l'évaluation des volumes et même de la fonction un peu plus délicate. Un quart à un tiers des patients ont des pacemakers, ce qui limite la faisabilité de l'IRM. Quand on met des clips après en IRM, on ne voit plus grand-chose. Donc, c'est un examen qui est très intéressant en soi, mais pour l'évaluation des patients qui ont une insuffisance tricuspide, son usage, à mes yeux, reste limité. Et là, les études, pour le coup, elles sont assez consensuelles. Eux, ils sortent un cut-off de FEVD inférieur à 45% comme un critère pronostic. Et donc, forcément, le jeu actuel de ceux qui font de l'IRM, c'est de critiquer un peu l'écho. Et donc, ils vont vous dire que ça fait mieux que le TAPS. Après, de façon logique, quand vous avez un paramètre qui est global, il fera forcément mieux qu'un paramètre de fonction longitudinale.
Pour le scanner, c'est pareil, ils vous sortent le cut-off de 45%. Après, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la limite, paradoxalement, on utilise le scanner beaucoup plus facilement aujourd'hui que l'IRM parce que tous les patients qui ont des prothèses percutanées, en fait, on est obligé de leur faire un scanner avant, comme quand on fait un TAVI. C'est la même chose pour les prothèses tricuspides. Et donc, ces patients, on leur fait des scanners systématiques avant et après. Et on trouve des choses très intéressantes. Et par exemple, là, j'ai pris la semaine dernière, on voit du remodelage inverse. Donc, je pense que le scanner va être, à la limite, à mes yeux, plus utile que l'IRM. Alors après, je vous ai parlé de l'écho, de l'IRM, du scanner, et je trouve qu'il y a une imagerie dont on ne parle pas. Et alors que j'étais pas né, l'imagerie avec les radionucléotides était la référence pour l'évaluation du VD. Et c'est vrai que moi, je fais beaucoup de tricuspides, et mes petits collègues, on a un très gros service de médecine nucléaire au CCN. Ils sont venus m'attraper il y a 2 ans en me disant « Pourquoi nous, on ne pourrait pas faire ?» Parce qu'on est sûr qu'on peut faire des choses sympas. Et donc là, actuellement, il n'y a pas d'études là-dessus. Mais moi, tous mes patients, je leur fais faire la scintigraphie, la FEVD isotopique. Je n'ai pas les résultats, on travaille dessus, mais je pense que ça peut nous donner des choses très intéressantes. Et l'avantage, c'est que ça, vous pouvez le faire à tous les patients. Alors, il y a l'accès, mais en même temps, l'accès n'est pas forcément plus complexe des fois que l'IRM. Mais à mon avis, ça peut nous donner des choses qui sont assez intéressantes. Et surtout, c'est faisable chez tous les patients. On n'a pas toutes les limites qu'offre ou que n'offre pas l'IRM. Donc pour conclure, et je suis dans mon temps, l'évaluation du VD, elle est obligatoire parce que le VD, c'est associé au pronostic. Donc il faut évaluer le ventricule droit. Maintenant, il faut être honnête, il faut être conscient que c'est compliqué, qu'on a de plus en plus d'outils. Après, il ne faut pas faire un examen pour faire un examen. Ça veut dire que si sur l'écho, vous voyez qu'il y a un TAPS à 5, bon, le VD, il est au tapis. Il n'y a pas forcément besoin d'aller faire d'autres examens. S'il a 25, a priori, ça va bien. Le problème, c'est plutôt quand il est à 12 et qu'il y a une unité torrentielle. Est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il ne va pas bien? Ce n'est pas évident. Et c'est là où on peut intégrer d'autres imageries, notamment l'IRM ou le scanner. Dans tous les cas, il doit être multiparamétrique. Plutôt que de dire le TAPS c'est merdique ou si merdique, à ce moment-là, il faut faire une approche intégrée avec les différents paramètres. Un autre élément, je vous ai dit, c'était une des premières diapositives, c'était de dire qu'il y a la notion de volémie, que le volume, la précharge, comme la précharge, ça impacte notre visualisation et notre analyse de la fonction ventriculaire droite. Et donc, il faut se mettre dans des conditions de charge optimales. Et il faut être aussi honnête, ça prend du temps. Donc nous, on est docteurs, ce qu'on veut, c'est faire bien les choses. Et donc, s'il faut prendre le temps, parce que ça nous change notre attitude thérapeutique, on le fera, il faut le faire. Si c'est faire pour faire et mettre dans le compte-rendu, c'est plus discutable. Et ensuite, je vous ai dit, le problème, c'est que nos paramètres, ils sont fiables. On a de plus en plus de paramètres, on a de plus en plus de cut-off, mais on n'a pas forcément le bon paramètre et le bon cut-off qui va nous déterminer la prise en charge adéquate. Je vous remercie.